mai 2021, 36e vidéo de la série Symfony, Form Events et Entity Listener. Dans la précédente vidéo, on avait vu du coup le param converter, donc j'avais créé des routes histoire de te montrer comment fonctionne le param converter. Donc, ce que je vais faire là dans cette vidéo, je vais commencer par supprimer donc l'article contrôleur, hop, delete, boom, ainsi que son template qui avait été généré. Carrément le dossier articles, ok, boom. J'ai aussi un article, j'avais dû me gourer, bim. Ok, donc là c'est supprimé, et ce que je vais faire, hop, tac. Avant ça, avant de créer le contrôleur, je vais juste te montrer donc du coup au niveau de l'administration là, de la base de données. Donc on a deux utilisateurs, donc on a Mathieu62 à wanadoo.fr qui a un rôle admin, ok. On a également ici Elise39 à yahoo.fr qui a un rôle user. Tous les deux sont des auteurs, hein, donc on voit auteur 2, auteur, hop, auteur 1, ok. Pareil, j'ai vidé donc select all from articles. On voit que du coup, hop, on n'a rien du tout dans la table. Et également select all from pictures. On voit qu'il n'y a rien dans la table, ok. J'ai tout vidé. Et justement, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va créer donc des articles. Alors, hop, j'ouvre un nouveau terminal et je vais créer donc le contrôleur. Donc make con articles, ok. Donc ça va me générer le articles controller ainsi que son template. Voilà. Alors, articles controller, on s'y rend. Et donc on a une méthode basique, un index, qui est généré automatiquement. Alors, que j'ouvre. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais faire le copier-coller de ce que j'ai préparé. Et je vais t'expliquer, bien entendu. Alors, hop, je me copie tout ça. Boum. Alors, déjà, ma route, moi je l'ai appelée articles create, ok. Donc le name app articles create pour garder la même convention que depuis le début en rajoutant ici app. Les méthodes d'accès, ça va être en méthode get ainsi qu'en méthode post. Donc get, on accède à la page, et post bien sûr pour soumettre le formulaire, ok. Et pareil, mon attribut par défaut, donc public access, false ici, parce que c'est pas une route qui est censée être publique, c'est une route qui est censée être accédée si tu es authentifié, ok. Alors, au niveau des services qui ont été donc injectés, on a l'Entity Manager Interface, on a le File Uploader, donc c'est le service que nous avions créé dans une des vidéos au début de la série, et également on a besoin de la request, ok. Donc déjà premièrement, qu'est-ce qu'on commence par faire? Eh bien ici, je dis que si l'utilisateur n'a pas le rôle user, alors je lui refuse l'accès, ok. Donc il aura une erreur 403, access denied, si jamais il veut accéder à cette route alors qu'il n'a pas le rôle user, donc en gros qu'il n'est pas inscrit. On verra plus tard dans les prochaines vidéos quand j'aborderai la notion de voteur pour avoir un truc plus précis, ok. Mais là, ça va très bien faire l'affaire dans cette vidéo. Ensuite, on récupère l'utilisateur, donc avec le helper getUser de l'abstract controller, ok, qui fait appel au service security pour récupérer l'utilisateur avec le jeton, le token d'accès, ok. Cette méthode getUser, elle te retourne soit null, soit une instance de user interface, ok. Donc du coup, si ici l'utilisateur est null, alors on throw une exception, donc une logic exception, parce que ici l'utilisateur ne devrait pas être nul à ce stade, vu qu'ici on a fait un access denied si tu n'avais pas le rôle user, ok.
Donc ça, c'est purement pour PHP Storm, histoire qu'il t'embête pas. Ensuite, on crée une instance de article, ok, donc new article. T'oublies pas, bien entendu, je dis ça, mais j'ai pas fait les... Hop, j'ai pas importé les classes, donc ça va peut-être partout. Je dis ça, moi, mais c'est que j'ai pas copié l'ensemble de la classe. Attends, hop, je vais le reprendre, hop, boum, boum, comme ça je serai tranquille. Voilà, j'ai tous les use qui vont bien, ça ne pètera pas, ok? Donc tu penses bien entendu, à mettre tes use, sinon tu auras des erreurs 500. Donc j'en étais où? Alors, on crée une instance de article. Ici, on va générer un form à partir d'un form déjà et d'une classe existante, ok? Donc on utilise ici create form dans ce cas précis. Donc, on va créer un form qui s'appellera create un article form type, ok. On lui passera ici comme data l'instance de article qu'on vient de générer. Donc, ce qui va faire que ça va bind les values qui auront été saisies dans le form dans l'instance, ok. Et ici, en troisième argument, on lui passe un tableau d'options, ok. Et dans les options, du coup, je vais lui passer les rôles de l'utilisateur courant. Donc les rôles de l'utilisateur qui est connecté. Donc dans une clé user roles. Et ici, pour accéder au rôle de l'utilisateur, on a le getter get roles, donc qui est implémenté à partir du moment que tu as implémenté la user interface sur ton entité user. Ok. Donc de toute façon, c'est nécessaire si tu utilises le système de sécurité de Symfony, avec le guard et compagnie. Ensuite, form handle request, c'est histoire de que le form chope les données dans la request et sache quand il a été soumis, est-ce qu'il est valide et compagnie, ok. Donc là justement on a la condition, est-ce que le form est soumis et est-ce qu'il est valide. Si jamais l'utilisateur a saisi des données non valides, donc par rapport aux contraintes qu'on aurait pu mettre dans le formulaire, eh bien on ne rentrera pas ici dans ce bloc de code. Il sera stoppé avant et des erreurs seront générées et du coup affichées au niveau du formulaire selon le form theme que tu as utilisé. Ok. Alors, si jamais le formulaire est soumis et valide, alors ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire appel à des méthodes privées que j'ai créées. Donc c'est histoire d'avoir le contrôleur, l'action du contrôleur la plus propre possible. Donc ici, on va avoir une action qui va consister à persister l'article. Donc on va lui passer le formulaire, l'instance de l'article, ainsi que entity manager, ok. Ensuite, on va appeler une méthode persist picture, donc pour l'image qui aura été upload. Donc là, ça nécessite le formulaire, l'article, le file uploader service, ainsi que l'entity manager. Ok. Une fois qu'on a persisté du coup ces deux entités, on va pouvoir flush. Ok. Flush, c'est-à-dire exécuter les requêtes SQL. Ok. Donc par l'ORM, du coup du DQL. Enfin, bien, on va tout simplement... je vais même pas mettre le hot flash là. Hop. Supprimer. Je crois pas que dans les vidéos précédentes, j'avais géré l'affichage des messages flash. Et très honnêtement, ici, on va pas faire de twig. Hein. Enfin, on va faire vraiment le strict minimum au niveau de twig. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les form events, ok, et l'entity listener. Donc ensuite, une fois que c'est flush, on redirige vers du coup la page de dashboard de l'utilisateur, ok. Donc ça, c'est si le formulaire a été soumis. Bien entendu, pour soumettre un formulaire, il faut déjà avoir rendu une vue, ok. Donc thisRender qui va retourner une response avec un template, ok. Donc ce template, il a été généré automatiquement, sauf qu'il a été généré automatiquement, on le voit ici, avec index.html.twig, et non pas avec create. Donc, du coup, il va me falloir modifier ici le nom de mon fichier. Bien sûr, tu l'appelles comme tu veux, hein.
hop, ici, moi je l'ai appelé create, ok? Donc ça va renvoyer ce template, et ce template, qu'est-ce qu'on lui passe ici comme option, donc comme variable? On va lui passer une variable dénommée form, et du coup, on appelle la méthode createView sur la form interface, l'objet qu'on a créé plus haut, pour justement pouvoir l'utiliser dans la vue, ok? Donc, avant de venir sur persist article et persist picture, on va aller dans la vue, histoire d'afficher du coup le formulaire, ok? Donc, articles create html.twig, hop. Ça m'a créé ceci. Ah, j'ai pas d'extension là pour Twig. Bon, c'est pas grave. Vu qu'on va en plus, ça va. Je vais pas m'amuser à chercher en direct là une extension. On va vraiment pas avoir grand chose de toute façon dans le Twig. Je vais le copier. Hop. Tac. Donc là, mets-moi ceci ainsi. Mets-moi ceci ainsi. Désolé du coup pour la coloration, parce que vu que j'ai pas l'extension, j'ai pas installé l'extension dans VS Code, j'ai pas la coloration qui va bien. Ok, donc j'ai un simple header ici avec un H1 qui est centré, bref on s'en fiche. Et au niveau donc du formulaire, d'ailleurs je peux réduire tout ça, je vais pas faire de style, hop, je vais faire juste appel à la méthode form et je lui passe du coup le nom de mon formulaire, donc j'ai pas été très original ici, je l'ai appelé form, ok? Donc c'est le nom que tu as spécifié ici, hop, form, je fais appel à la méthode form et je lui passe du coup la variable form, ok? Donc là, tout basique, hop, donc là si c'est bon pour toi, je ferme cette page, boum. Et donc, si on se rend sur la route articles create ici, hop, je change, je viens ici, donc là j'ai le dashboard, on voit bien qu'il y a 0 article créé, 0 article publié, donc 0 article restant à publier, ok? Donc là, je viens ici, je tape l'URI, article create, on va voir si déjà ça me génère une erreur. Ok, bien sûr, il me génère cette erreur, une erreur 500, parce que il m'indique que la classe create an article form type dans le namespace appform n'existe pas. Ok, c'est normal. Hop, on revient au niveau de notre contrôleur ici. Et donc, ici, je te disais que je faisais appel à la méthode createForm et que j'utilisais une classe déjà préexistante, donc create an article form type. Ok. Bien sûr, cette classe, il faut la créer. Ok. Donc, je vais venir là, new file, create an article form type. Ok. .php. Boom. Ce que je vais faire, je vais venir copier, hop, l'ensemble de la classe et je vais bien entendu, comme d'habitude, t'expliquer les choses. Ok. Alors, faudra bien entendu ne pas oublier les use, hein, les fameux use, à partir du moment que tu feras appel à des classes. Ok. Donc, on a le builder. Donc là, en fait, à la base, j'ai généré le formulaire avec la commande, hein, la commande Symfony. Hop, Symfony, console, make, form, et du coup, j'avais tapé create an article form type. Ok, tu fais ça histoire d'avoir un squelette de base, histoire de te minimiser le travail. Hop. Hop là. Et donc, quand il t'a généré du coup la classe en question, il a fait le lien, parce qu'il t'a demandé, normalement il te demande, enfin c'est sûr, il te demande avec quelle classe tu veux bind le formulaire. Donc, du coup, tu lui dis bien évidemment que tu veux le bind à l'entité article, ok? Et du coup, par lui-même, il va trouver les différentes propriétés de ton entité, ok?
Donc il y en aura plus que ça, parce qu'il y a des entités, enfin il y a des propriétés, excuse-moi, que l'on ne va pas, on ne va pas créer des champs pour le formulaire, ok? Donc là, tu auras le champ title, le champ content, le champ categories à garder, le champ picture, et ça tu ne l'auras pas, c'est ce qu'on le rajoute manuellement, ok? Mais là en gros tu auras 4 propriétés à garder sur ce qui aura été généré, et les autres seront tout simplement à supprimer, ok? Donc pour le titre, c'est un text type classe, ok? Et pour le tableau d'options, ici je lui passe juste le label, donc ça sera titre de l'article. Et required true, t'es pas obligé, parce que required true est appliqué par défaut, mais au moins c'est plus clair, c'est plus lisible, disons. Au moins tu vois directement, voilà, required il est true, il est pas false, ok? Donc moi personnellement je l'ajoute toujours, mais tu n'es pas obligé, tu pourrais très bien faire ça, que tu aurais quand même le required true, ok? Hop. Ensuite, content, donc texte area type, ok? Donc c'est pas juste un input, c'est un texte area. Donc pareil, label required. Ensuite, categories. Donc là, on fait appel à un entity type, donc du coup, qui va aller chercher les différentes valeurs dans ton entité, ok? En base de données par rapport aux valeurs que tu as, ok? Donc on va se baser sur l'entité catégorie, et du coup, on va récupérer les valeurs qui sont contenues dans la propriété name de catégorie, ok? Donc, hop, on va revenir dans MariaDB. Select all from categories. Boom. Donc tu vois que au niveau de cette entité, donc là de la table, on voit qu'il y a deux propriétés, la clé primaire ainsi qu'une seule propriété ici supplémentaire qui est la propriété name. Ok. Donc ça correspond ici à la valeur qui a été indiquée dans le choice label. Ok. Ensuite, by reference false, afin qu'il du coup que ma table pivot, ceci une many to many, que ma table pivot soit bien hydratée, ok. Sinon, il va faire ça par référence, et donc pour y accéder, il faudra passer par l'autre entité. Bref, tu penses bien ici à mettre le by référence, ok. Multiple trou, donc pour avoir un choix multiple, et expanded true, donc ça permet ici d'avoir donc un choix par checkbox, ok. Et ensuite on retrouve le label et le required true. Ensuite on passe à picture, donc le champ picture, ça va être un file type, donc pour uploader des fichiers, toujours un label, là important mapped à false, parce que si tu ne mets pas ce mapped à false, bien sûr, quand tu vas vouloir valider le formulaire, il va te dire hey Coco, moi j'attends une entité de type picture et toi tu me files un uploaded file. J'en veux pas de cette classe, ok? Donc du coup il va falloir lui dire que ce n'est pas mappé, ok? Required true, et là on met une contrainte, donc une règle de validation, et c'est donc tout simplement ici new image. Donc on voit que image étant de la contrainte file, ok? C'est juste que ça te rajoute des règles supplémentaires, ok? Donc là, il y a déjà le meme type qui est pris en compte à partir du moment que tu mets image. Tu sais que tu pourras pas uploader une vidéo ou un PDF, ok? Donc le max size, je lui dis que l'image doit faire 1 méga maximum, et le max size message, c'est si jamais l'utilisateur veut upload un fichier supérieur à 1 MO, bien du coup ça lui affichera le poids maximum de l'image à upload doit être de 1 MO, ok? Et enfin ici, donc chose, là je rajoute, je fais exprès de rajouter ici le bouton de submit dans la classe, donc dans le form type. J'ai pas l'habitude de faire ça, moi je le rajoute directement dans la vue Twig, comme le veulent les bonnes pratiques de Symfony. Sauf que là, j'ai fait exprès de le faire parce que ça va être... il va y avoir un rapport... Enfin, par rapport à ce que je veux te montrer, en gros, ça va être
nécessaire, ok? Donc ici, je crée un bouton de type submit, ok? Et donc, je lui dis, hop, tac. Je lui dis que son label, ça doit être publier un article. Donc retiens bien ça, publier un article. Et bien sûr, je lui mets une classe Bootstrap. Ici, vu qu'on est sur un thème Bootstrap, btn success pour avoir le bouton en vert, ok? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, alors, avant de parler de l'event subscriber, ici, je t'ai dit, hop, dans l'article contrôleur, que je lui passais une option qui s'appelait user role. Donc, si tu veux que ça soit fonctionnel, que tu puisses l'utiliser, il faut ici, dans la méthode configure options, comme son nom l'indique, pour configurer les options, il faut déjà la spécifier ici. Et donc, par défaut, user role, ça sera un tableau vide, ok? Sauf que, bien sûr, ce tableau vide sera écrasé par la valeur de user get roles ici, ok? Et ça, c'est nécessaire. Et donc, dernière chose que je voulais te dire, ici, tu vois, ce n'est pas un champ, je fais appel à donc un event subscriber. Je lui dis d'ajouter un event subscriber. Et donc ici, il faut lui donner la classe que tu souhaites appeler pour écouter, observer le formulaire, ok? Donc on en arrive au fameux form events. Donc là, je vais créer un event subscriber qui va s'appeler create an article form subscriber, ok? Hop, je vais dans le dossier event subscriber, new file, boom, tac. Et ce que je vais faire, il est pas bien long, je vais le copier, boom, tac. Alors, create an article form subscriber. Donc il doit implémenter l'event subscriber interface. Donc là, moi je crée un event subscriber parce que j'ai l'habitude dans la quasi... Enfin regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'en avais déjà créé 5 auparavant là dans cette série de vidéos. Je suis habitué à utiliser les event subscribers pour vraiment que la logique soit centralisée au même endroit. Mais après, si tu veux, tu peux utiliser des event listeners hein, si tu préfères. Des event listeners. Mais après, il faudra les déclarer dans services.yml. Et que je dise pas de bêtises, qu'est-ce que je voulais dire? Et après, sinon, tu peux bien entendu, là, hop, dans le form type, je fais un add event subscriber en prenant donc une classe externe, mais tu pourrais très bien ici définir ta logique via un callback dans la classe elle-même, ok? Donc ça, on regardera la documentation tout à l'heure. On ouvrira la documentation et je te montrerai, ok? Mais moi, j'aime bien extraire que mes classes soient pas trop lourdes. Après, c'est un choix personnel, hein. Tu fais comme tu veux. Moi, voilà, je préfère avoir la logique bien distincte dans une autre classe, ok? Donc, je te disais qu'elle doit implémenter l'Event Subscriber Interface. Donc, l'Event Subscriber Interface, il y a une méthode qu'elle doit implémenter, c'est celle-ci, ok? Cette public static function get subscribed events qui doit retourner un array, ok? Donc, dans cet array, tu as donc ici le type d'event à définir, ok? Donc là, on utilise une constante de classe. Et ici, du coup, c'est la méthode qui va être appelée quand l'event va avoir lieu, ok? Donc là, l'event preset data de la classe form events, eh bien, s'il a lieu, on appelle on preset data, ok? C'est tout bête, hein? Et donc, on preset data, ici, en paramètre, il va recevoir le form event, ok? Donc ici, qu'on a tout simplement appelé event. Dans ce form event, tu vas pouvoir récupérer l'instance qui a été bind. Donc ici, on pourrait récupérer article. Donc on pourrait le récupérer en faisant event get data. Ok. Là, je ne vais pas en avoir besoin moi dans ce que je veux faire. Donc preset data pour t'expliquer, c'est ce qui va se passer quand tu vas appeler ta page, donc appeler la view, l'URI là, la route, et que tu renvoies un formulaire, ok? Eh bien, si tu veux agir sur les champs de ce formulaire, donc modifier, ajouter, supprimer des champs, modifier des options dans les champs, comme tu veux,
eh bien tu vas pouvoir du coup agir à ce moment-là. Donc typiquement, tu vas pouvoir faire ça en fonction de l'utilisateur qui est connecté ou en fonction d'autres paramètres, ok? Là, moi, en l'occurrence, ça va être en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, premièrement, je récupère le formulaire. Et donc pour faire ceci, tu appliques la méthode getForm sur l'event, ok? Ensuite, je récupère les rôles de l'utilisateur. Souviens-toi, hop, ici, donc on a user roles, et ici surtout, donc j'ai passé user roles avec les rôles de l'utilisateur à mon formulaire, ok? Donc, hop, on devait déclarer par défaut ici. Et donc, ces rôles utilisateurs sont présents dans mon objet formEvent ici. Donc, comment je les récupère? Il faut que j'accède à la configuration avec getConfig. Et ensuite, j'ai une méthode getOption. Et donc, là, tu as une multitude d'options dedans. Mais celle qui m'intéresse, moi, ici, c'est user roles. C'est celle que j'ai spécifiée ici. Ok? J'aurais pu l'appeler comme je veux, hein. Là je lui ai mis le nom que je voulais. J'aurais pu l'appeler comme je veux. Bien sûr, à partir du moment que tu ne prends pas un nom qui est réservé par les options déjà présentes. Du formulaire, ok? Ça après tu fais un die and dump, tu débugs comme d'habitude. Je t'ai assez montré comment faire. Tac tac tac. Donc voilà, là j'ai les rôles utilisateurs, ok, à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier, donc c'est ce que je fais ici, je fais un inArray. Donc alors, attends, en plus, ici je vais mettre une égalité stricte. Moi j'aime bien l'égalité stricte, comme tu as pu comprendre. Donc ici, je vais vérifier que roleAdmin soit bien présent dans le tableau user roles, ok? Si c'est le cas, donc j'aurais très bien pu ne pas mettre ceci, et juste mettre inArray, mais là, ça me permet, moi, je préfère, mon code est plus lisible ainsi, je préfère ainsi. Donc je fais ça depuis récemment, mais maintenant j'agis toujours ainsi, ok? À partir du moment en fait que tu sais que une fonction renvoie un booléen et non pas possiblement null, enfin une valeur falsy, tu peux très bien t'abstraindre de mettre ceci, ok? Par contre, attention, si la méthode peut retourner null, false et compagnie, je te recommande pas, moi, de mettre ceci là, de faire ça. Parce que là, que ça soit nul ou false, ça rentrera dans le bloc, ok? Donc là, dans ce cas-là, vaut mieux mettre la triple égalité avec la valeur que tu attends, donc nul ou false en l'occurrence. Bref, trêve de bavardage, c'est pas bien important. Donc si jamais l'utilisateur connecté est bien un administrateur, donc ici c'était qui C'était Mathieu62 à wanadoo.fr qui était administrateur, alors que Elise, elle, est simple role user, ok? Eh bien, pour un administrateur, on va rajouter un second bouton submit, ok? Donc ce second bouton submit, donc on va lui donner le nom save, et le label, ça va être sauvegarder cet article en brouillon, ok? Donc là, si tu administrateur, si tu comprends bien, ce que j'ai fait comme logique, c'est que tu auras deux boutons. Un bouton publier un article et un autre bouton sauvegarder cet article en brouillon. Jusque là, ça suit. Mais du coup, ce qui va nous intéresser, ça va être d'écouter, donc de voir quel bouton a été cliqué. Pourquoi? Parce que, si tu te souviens, dans l'entité, ça date maintenant. Là, moi j'ai pondu ce code là tout à l'heure, là, du coup, parce que je prévois pas les choses à l'avance, je le fais le jour même. Et du coup, hop, en petit i, j'ai dû aller me remémorer, hop, article. Tu as donc un created at, bon, on va le gérer tout à l'heure, mais surtout, tu as un published at et un is published, ok? Eh bien, c'est en fonction du bouton qui aura été cliqué que l'on va agir sur ces deux propriétés, la valeur de ces deux propriétés, ok? Hop là, maintenant que c'est plus clair. Donc là, on est bon avec le create un article form subscriber que l'on appelle du coup dans notre classe form type à ce niveau-là en ligne 77, ok? Je peux fermer ceci.
Tac. Et donc, je vais venir te parler un peu de persist article et persist picture, les deux méthodes privées que j'ai créées. Donc, ouais, je peux te parler de ça maintenant. Bah, on verra les erreurs comme ça. Alors, attends. Parce que ça va générer des erreurs, parce qu'il nous reste encore l'entity listener pour aller jusqu'au bout des choses. Mais on va déjà faire la chose ainsi, ok? Donc je vais revenir sur la vue, hop. Et là, je vais actualiser. Normalement, on ne devrait plus avoir l'erreur, vu que nous avons créé la classe. Ok, nickel chrome. Donc là, je suis connecté en tant que Mathieu62 à wanadoo.fr, ok? Donc je suis administrateur. Et tu vois que, vu que je suis administrateur, j'ai deux boutons qui apparaissent. Donc là, j'ai le fameux form event preset data qui a bien eu lieu et qui m'a bien rajouté mon bouton, ok? Je reviens ici, je te réexplique. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on disait? Si jamais dans les rôles de l'utilisateur il y avait rôle admin, alors on rajoutait ce bouton. Et pour bien les différencier ici, le bouton sauvegarder cet article en brouillon, j'avais mis une classe btn warning pour le mettre en jaune. Ok? Donc hop, qu'est-ce que l'on voit? On voit bien le bouton jaune, sauvegarder cet article en brouillon. Alors, ici, je vais tenter de créer un article, test, je vais dire qu'il est dans la catégorie 1 et la catégorie 3. Alors, attends, par contre, je bouge là juste voir où ça m'ouvre le truc. Ça, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Mince. J'avais pas prévu la chose, j'aurais dû prévoir. Alors attends, excuse-moi, je vais télécharger une image sur Google Images. Poum. Je vais prendre Google. Tac. Enregistrer l'image. Bureau. Google. GIFIF. Non, c'est pas un GIFIF que je veux, moi. Enregistrer l'image sous Google. Voilà. Tac. Donc là, propriété. Ah, c'est un 38 MO. Bon, c'est pas grave. Hop. Bureau, tac, tac. Bon. On va faire avec. Du coup, on va revenir. Hop. On va revenir ici dans la classe form. Create un article form type. Et ici, on va lui dire du coup. Max. Bah attends, on va laisser comme ça et on va voir du coup la fameuse erreur. Hein. Comme ça, hop, on modifiera après. Donc, je prends Google ici, je fais publier un article. Hop, et tu vois, le poids maximum de l'image à upload doit être de 1 MB, ok? Donc c'est ce que je te disais. Hop, donc ici je vais mettre 2 MB. Je reviens là, je reprends Google, publier un article, et voilà. Donc là, c'est tout à fait normal, hein, je t'avais prévenu. On n'avait pas terminé, donc erreur 500. Pourquoi? Parce que il essaie du coup de faire une insertion, et le slug, on voit ici, slug qui est en 3ème position, on voit que sa valeur est nulle, ok? Ça d'ailleurs, il y a plein de débutants qui comprennent pas ces erreurs-là. Donc quand tu vois ça, ici il te dit la propriété slug ne peut pas être nulle. Tu vois ici ton insert into avec la valeur du coup de tes propriétés, et ensuite ici tu vois les valeurs qui ont été données. Donc tu vois qu'ici c'est nul, donc tu comprends que vu que slug ne peut être nul, tu as une erreur 500, ok? Donc on va revenir, hop, tac, ouais, je suis bien sur cette vue. Donc on va revenir ici et on va aller dans mon dossier event listener ici. On va faire un new file et je l'ai appelé article entity listener, ok?
Donc tu vois qu'on avait déjà créé un user password encoder entity listener pour ne jamais avoir à se préoccuper du coup de l'encodage des mots de passe, ok? Donc c'était fait à chaque fois, que ce soit en pré-update, en pré-persist, enfin bref, on est tranquille d'esprit. À aucun moment les mots de passe seront en clair dans la base de données, ok? Donc là on va faire pareil avec article entity listener, hop, je viens copier tout ceci, boum. Donc t'oublies pas les use en question, petit rappel à chaque fois, mais... Donc déjà, je vais faire appel à deux services. Je vais faire appel au service security ainsi qu'au service slugger interface, ok? Donc, grâce à l'injection via un constructeur, on les récupère. Et donc, je vais avoir une méthode pré-persist. Donc pré-persist, ça va avoir lieu, comme son nom l'indique, avant de persister l'objet. Donc avant que tu puisses le mettre en base de données, cette méthode, dans tous les cas, sera appelée, ok? Donc sur l'entité article. Donc, on lui passe ici, justement, notre entité article. Et ici, en deuxième argument, tu as les lifecycle events args. Bon, ici, on les utilise pas, je le laisse quand même, le paramètre. Hein. Alors, premièrement, je récupère l'utilisateur. Comment je le récupère? Ben justement, j'ai injecté le service security, j'ai juste à faire un getUser. Donc si tu te souviens, je t'en ai parlé en début de vidéo, avec le helper getUser de l'abstract controller, ça va te faire le même effet. Et si tu te souviens, je t'avais expliqué que l'on récupérait une instance de user interface ou null. Donc du coup, ici, on fait notre petite vérification. Si user est égal à null, eh bien, on throw une logic exception. Donc voilà, bah, il peut pas être nul à ce niveau-là. Hein. Ensuite, ici, je mets une petite PHP-doc. Donc ça, surtout pour les utilisateurs de PHP Storm. Peut-être aussi VS Code avec les extensions qui vont bien. Pour que l'IDE, l'éditeur, comprenne bien que tu as affaire à une entité user ici. Donc, je fais appel à la méthode getAuthor. GetAuthor, pareil, là, tel que je l'ai fait, moi, en début de projet, j'avais dit que un utilisateur peut être auteur ou ne pas être auteur, ok? Donc du coup, si jamais tu as author égale null, qu'en gros author vaut null, mais pareil, ici on trouve une logic exception, bah, l'utilisateur peut pas être un auteur quoi. Parce qu'après, on part du principe que si t'es pas un auteur, tu n'as pas accès à ce formulaire de création d'articles, ok? Là, on n'est pas parti jusque là. On verra ça avec les voteurs justement, quand j'arriverai aux voteurs, ok? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a accès à notre entité article, hein, ok? Eh bien, on va set author, donc qui attend l'entité author, ok? Donc ici on lui passe. On va set la propriété created at, qu'on lui file un objet de type datetime immutable. Pour rappel, une date de création, ce n'est pas censé être changé. Donc c'est pour ça qu'on utilise dans tous les cas, et il n'y a aucun intérêt à utiliser un datetime. Sachant qu'en règle générale, les datetime immutable, c'est un conseil, hein, après tu fais ce que tu veux. Je te conseille d'utiliser la quasi-majorité du temps que des datetime immutable. Parce que si tu dois travailler sur les objets, sur ces objets-là, pour faire des ajouts de date et compagnie, au moins tu sais que cette date-là ne sera pas modifiée par les méthodes que tu appellerais dessus, ok? Contrairement à l'objet datetime. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite, on fait donc le setSlug. Et donc j'ai créé une petite méthode privée juste en dessous, donc getArticleSlug, ok? Ça nécessite de lui passer l'entité en question, donc article. Et là je fais un mbr str to lower, pour mettre du coup les caractères en minuscules, multibyte. Je récupère du coup le titre qui a été saisi, donc de l'article qui a été saisi par l'utilisateur. Je concatène avec un tiret, et je concatène avec le timestamp courant, histoire d'avoir une unicité du slug. Après, tu la gères comme tu veux, l'unicité. Là, ici, je me prends pas la tête, je lui concatène le timestamp, ok? Et donc, ici, tu fais un return this slugger. Donc, slugger de la slugger interface, hein. Et tu appelles sa méthode slug, à laquelle tu passes ce slug-là. Et boum, tu obtiens un slug que tu peux set à ce niveau-là. Donc là, pour faire simple, cet article entity listener là, à chaque fois qu'on va vouloir créer un article,
eh bien ces 3 setters seront appelés automatiquement sans que tu te prennes la tête ou que ce soit, ok? Ça sera fait automatiquement. Il aura toujours l'auteur qui sera set. Donc là, on part du principe que l'auteur, c'est forcément la personne qui écrit, ok? Sinon, il faudrait revoir la méthodologie vis-à-vis de l'auteur, ok? Il aura toujours une date de création et il aura toujours un slug. Magnifique. Donc du coup, on a créé cet article Entity Listener, mais attention, c'est pas un subscriber, ça, c'est un Entity Listener. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, il va falloir le déclarer dans le fichier de configuration services.yml, ok? Hop, je viens récupérer les 3 lignes de code en question. Et hop, je vais me mettre ici, juste en dessous de l'autre. Après, tu peux te mettre des commentaires hein, dans ton services.yml pour mieux t'y retrouver. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement choper la classe dans son namespace, donc article entity listener, la clé tags, et du coup on lui dit que il y a un entity listener, hein. L'event c'est pré-persist, et du coup l'entité qui est ciblée c'est l'entité article. Voilà, nickel chrome. Donc là il est déclaré, ça va fonctionner, ok? Je reviens au niveau de la vue, je reviens en arrière, je sélectionne l'image, Google, boum, je fais publier un article. Alors, tiens, c'est quoi cette erreur? Expected to find not found. Comment ça il l'a pas trouvé? Services.yml. Qu'est-ce que j'ai fait? Article entity listener. Article entity listener. Attends. Je reviens là. Article entity listener. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle me disait? Expected to find class. Ah non, form subscriber, autant pour moi. Donc alors, il cherche form subscriber. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est où mon event subscriber? Donc, tac. Donc il cherche cette classe. Create an article form subscriber. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, autant pour moi. C'est le namespace. Hop, parce que là il cherche dans app event subscriber. J'aurais dû mieux lire l'erreur. Et du coup, moi j'avais créé ça, donc du coup dans un dossier form, hop, on le déplace dedans, parce que là tu vois que je lui avais dit qu'il était présent dans form, et là forcément il ne le trouvait pas. Hein. Donc allez hop, c'est parti, tac, on revient, désolé, j'actualise, j'aurais pu avoir d'erreur théoriquement, voilà, donc test, on va lui dire catégorie 1, catégorie 3, hop, tu me prends cette image et tu publies, bim, magnifique. Donc on a la redirection, ok, nickel. Par contre, on voit que nombre d'articles créés est égal à 0. Donc là, j'ai une couille dans le pâté de couille, dans le repository. Article repository. Alors, je me rappelle que j'avais fait des méthodes pour récupérer du coup le nombre d'articles créés, le nombre d'articles publiés. Alors, AC author. Donc, set le paramètre author. Ah oui, mais c'est pas user. C'est get author ici. Attention, je m'étais trompé à l'époque. Je sais même pas si ça avait fonctionné à l'époque d'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo en question, mais c'était pas censé fonctionner en tout cas, parce que du coup, il faut que je lui file l'instance de author du coup. Alors, allez, on revient au niveau de la vue. Si j'actualise, normalement, je devrais avoir un. Bim, nickel. Donc, un article créé, un article publié. Donc, du coup, j'en ai 0 à publier, ok?
Je vais revenir du coup sur la route. J'ai pas encore de navbar et compagnie. On verra ça bien plus tard. Donc articles create. Je refais donc test 2. Test 2. Lui, on va lui dire qu'il a la catégorie 2. Je prends l'image Google. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur sauvegarder cet article en brouillon. Ok? Je clique dessus. Boum, je suis redirigé. Qu'est-ce que tu vois? J'ai créé 2 articles, mais je n'en ai qu'un de publié parce que j'en ai encore un à publier. Donc ça, on n'a pas parlé. On n'a pas encore parlé de ceci. Donc, je vais revenir hop, au niveau du contrôleur. Du contrôleur, article contrôleur. Ok? Donc je te disais tout à l'heure qu'il fallait que je parle de persist article et de persist picture. Hop. Donc la méthode persist article, donc on lui filait du coup notre objet form, donc qui est de type form interface. On lui filait l'article, l'instance d'article, donc article, ainsi que l'entity manager. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Je viens tout simplement stocker dans cette variable clicked button le bouton qui a été cliqué. Et donc pour le savoir, ceci, je fais get clicked button. Mais attention, cette méthode ne fonctionnera que si tu as ajouté les boutons de submit via la classe form-type, ok, qu'on a créé, qu'on a utilisé. Parce que si c'est des boutons qui ont été mis dans le template, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que je t'expliquais que j'ai fait ainsi pour la démo, histoire de te montrer encore une fois des choses complémentaires que tu ne verrais pas dans la documentation ou dans d'autres tutoriels sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, histoire de te montrer cette spécificité. Sinon, moi je mets mes boutons dans le twig, ok? Donc là, on récupère le bouton. Si jamais il n'y a pas de bouton, donc par exemple si c'est si ça vient du twig, les boutons étaient dans le twig, alors bah, j'ai mis no clicked button comme on va plutôt mettre no button in form type. Voilà, comme ça te parlera, ok? Donc là, il y a une logic exception, du coup, bon, je prends, je fais ceci, tu peux gérer la chose comme tu veux, hein. Là, je trouve la logic exception, ok? Donc ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est le label du bouton, c'est-à-dire le texte qu'il y a dans ce bouton. Donc du coup, je vais faire appel, donc sur le bouton qui a été cliqué, qui est récupéré ici, qui est stocké là, je vais faire appel à getConfig, et ensuite getOptions, et dans la liste d'options, donc c'est un tableau, ce que je veux, moi, c'est la valeur contenue dans le label, ok? Je veux son label. Donc ensuite, c'est stocké dans cette variable, et là je vais pouvoir comparer justement avec une stricte égalité quel est ce label. Donc attends, je vais mettre des simples cotes, sinon je suis pas consistant avec ce que je fais ailleurs, ok. Donc, si le bouton cliqué, son label c'est publier un article, alors qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux publier l'article. Donc là, article, je vais pouvoir utiliser le setter isPublished, lui mettre le boulet à un trou, ok, cet article est publié, et lui dire quand est-ce qu'il a été publié, donc pareil, un datetime immutable, now, ok. Donc si ensuite je veux modifier published at, je pourrais le modifier, il n'y a pas de souci, c'est ça sera modifiable, ok. Quoique, attends, je suis plus sûr de ce que je dis par rapport après. Par contre là, si on veut le modifier, on le verra plus tard quand on passera à la modification plus tard dans des vidéos futures. Sinon, il faudra peut-être que je revienne ici et que je lui dise que c'est simplement un datetime. Ok, on verra ça plus tard. Donc sinon, si le bouton, son label est sauvegarder cet article en brouillon, donc c'est le fameux bouton qui est rajouté uniquement pour les administrateurs, donc là il n'y en a qu'un mais pour l'administrateur, et bien à ce moment-là, article, on va lui set isPublished à false, ok. Donc j'ai isPublished, je ne lui ai pas mis de valeur par défaut dans l'entité, tu pourrais très bien le mettre par défaut à false, si tu veux, moi je lui ai rien mis, et du coup je gère ici, si je veux publier ou pas, ok.
Ensuite, je mets un else. Donc si jamais ce n'est ni égal, donc c'est pareil, ici simple code, tac. Si jamais ce n'est pas égal à publier un article ou que ce n'est pas égal à sauvegarder cet article en brouillon, alors bah, je vais lui dire qu'il y a un petit malin en gros qui essaie de modifier les labels quoi. Ok. Donc une fois que c'est fait, donc ici tu as appelé les setters adéquats, et eh bien on persiste l'article. Ok. Tac. Donc bon. Ici je peux mettre le. Non, bon, on va pas revenir dessus, mais bon, tu peux te faire un debug, voir en gros ce qui arrive à ce moment-là. Tac. Je l'avais mis tout à l'heure parce que je sais plus pourquoi. J'avais un petit souci. Ensuite, ma deuxième méthode privée, donc persist picture. Donc là, je t'ai dit que du coup, picture. Alors, on va revenir dans le formulaire. Boum. Non, c'est pas dans le subscriber, c'est dans le formulaire que je veux aller. Donc dans forme, excuse-moi, tac, tac. Et donc je t'avais dit, voilà, hop, qu'il n'était pas mappé, ok. Donc s'il n'est pas mappé, il n'est pas dans notre objet article. Et donc, je peux récupérer un champ non mappé en faisant appel du coup à son nom, le name qu'on avait mis dans la propriété child du add, ok. Donc c'était picture, et du coup, je fais get data, donc ça me permet de récupérer une instance de uploaded file. T'as vu, pas de secret, je l'ai nommé correctement, uploaded file. Donc là, on va pas revenir dessus, j'en avais parlé quand j'ai créé le service file uploader, mais du coup, je upload et je retournais du coup le file name et le file path. Donc du coup, qui me permettait de récupérer les valeurs qui sont nécessaires, non nullables, pour notre entité picture, ok. Donc picture, on lui set l'article, et on lui set picture name, picture path. On persiste, et bingo. Donc ici, on a donc une entité persistée de picture, une entité persistée d'article, le flush, le return. Comme ça, ton action de contrôleur est très propre, très lisible. Et du coup, si tu dois intervenir sur le persist d'un picture ou le persist d'un article, tu as les méthodes privées qui ont vraiment leur responsabilité, ok. Donc ça te permet de faire un code plus lisible et plus facile à maintenir par la suite. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que je peux te dire, hein. On a fait le tour. Donc on va se refaire ça si tu veux. On va dire test 3. Test 3. Hop, on va lui dire qu'il est que sur la catégorie 1. Je mets Google. Je fais publier un article. Boum, on voit qu'il a 3 articles publiés, créés, 2 articles publiés, un restant à publier, ok. Je reviens là. Test 4. Test 4. Boum, je lui mets 1, 2. Je lui mets Google. Sauvegarder cet article en brouillon. On voit 4 articles créés, 2 publiés, 2 publiés, 2 restants à publier. Nickel chrome, ça fonctionne à merveille, ok. Là, Mathieu, ben, je vais te déconnecter, mon ami. Hop, et je vais revenir au niveau ici de MariaDB. Boum. Je vais récupérer la petite Elise. Enfin, la petite, je sais pas quel âge elle a. Mais je vais récupérer Elise, donc qui a le rôle user, ok. Hop, je viens ici, Elise, et donc le mot de passe c'est bad password. Comme son nom l'indique, c'est un très mauvais mot de passe. Se connecter. Ah, un problème docteur. Alors, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'avais fait? C'est qu'elle n'est pas vérifiée, la petite Elise. Ah ben oui, elle n'est pas vérifiée. Elle n'est pas vérifiée, il se vérifiait de 0. Bon, je vais passer rapidement par phpMadmin, ça ira plus vite. Is verified 1, boum. Allez, go. Mince, tac. Donc là, j'actualise. Voilà. Donc la petite Elise, on voit qu'elle est connectée ici. Donc elle a 0 article créé, 0 article publié, 0 article restant à publier. Donc elle aimerait bien, Elise, vu qu'elle est auteure, elle aussi, elle aimerait bien créer un article. Donc on va aller sur Articles Create.
Et boum, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elle n'est pas administrateur, tu vois qu'elle possède uniquement un bouton publier. Elle n'a pas la possibilité ici de cliquer sur sauvegarder un brouillon. Donc bah, Elise, elle va faire un test. Catégorie 1. Google, publier un article. Et boum, on voit qu'elle a créé un article, il a été publié. Il y en a 0 restant à publier. On peut faire un test 2. Hop, savoir catégorie 3. Boum, boum, publier un article. Et voilà, 2 articles créés, 2 articles publiés. Elle n'aura pas la possibilité, elle, d'enregistrer en brouillon, ok? Bon, là, c'est juste histoire de te montrer, bien sûr, après, toi, si tu as un site de ce type, tu te fais une logique bien concrète. Moi, c'est histoire de te montrer les form events. Donc, en l'occurrence, là, je t'ai montré que le preset data, moi, je l'utilise énormément, l'événement preset data. Parce que voilà, ça te permet vraiment de créer tes formulaires en fonction de l'utilisateur courant, en fonction de données dynamiques, et non pas un formulaire qui est purement statique. Notamment si tu veux présélectionner, je sais pas moi, dans un champ select, que tu veux présélectionner une valeur qui a rapport avec une valeur qui est enregistrée dans un champ de la base de données par rapport à l'utilisateur courant, eh bien tu peux sélectionner, je ne sais pas si c'est une préférence par exemple, tu as une liste déroulante, l'utilisateur a une préférence qu'il a sauvegardée donc en base de données, eh bien tu peux au chargement de la page avoir directement sa préférence de sélectionner et non pas le premier article, enfin excuse-moi, la première option du select, ok? Donc il y a plein d'applications possibles avec cet event. Après tu as les events pré-submit, post-submit, je crois qu'il y en a 5 au total. Bah attends, ouais, je suis bête. Je t'avais dit qu'on allait regarder Form Events Symfony. Je t'avais dit qu'on allait regarder la doc d'ailleurs. Je sais pas bien, je t'ai pas montré depuis tout à l'heure. Alors, Form Events, tu as le workflow ici, donc si jamais tu veux voir un peu que tu as besoin d'images d'organigrammes pour comprendre. Donc là, tu vois que le form event preset data que j'ai parlé pendant la majeure partie de la vidéo, ça te permet de modifier du coup les datas pendant la prépopulation et du coup d'ajouter ou supprimer des champs dynamiquement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc tu as le post set data, tu as le post submit. Alors ils sont où? Voilà, tu en as 5, c'est bien ça. Donc tu as form preset data, form post set data, form pre-submit, form submit et form post submit. Donc après, à toi de voir quels événements trigger en fonction de ce que tu veux faire, ok? Donc également dans la doc, voilà, là on voit par exemple qu'il rajoute un event listener directement ainsi. Attends, c'est où que je voulais te montrer? Voilà, là c'est parfait. Donc on voit qu'ici il exécute le code, enfin il crée le code directement dans la classe donc du formulaire. Moi perso, même pas en plus, c'est dans un contrôleur là. Bref, j'aime pas trop cette façon de faire. Là ils utilisent ce que je te disais tout à l'heure, donc un callback. Donc hop, le nom de l'event, et du coup ils utilisent la méthode presetData qui est déclarée dans la même classe, ok? Donc ça tu peux le faire hein, si tu veux avoir tout au même endroit, mais comme je te disais, moi personnellement j'utilise les event subscribers, ok? Donc voilà. Donc tu verras ça dans la partie event subscriber. Donc improving readability, tu peux écouter plusieurs events et tu peux du coup regrouper toutes les écoutes dans la même classe, ok? Donc c'est comme tu veux, en tout cas tu as la documentation, je la mettrai en lien de description sous la vidéo. Et je te souhaite un bon week-end et possiblement rendez-vous samedi, peut-être pour les voters ou... Ouais, les voters, ça sera pas mal. Donc peut-être samedi si je la dispo pour les voters. Allez, tchuss!